La résistance autrement. Dans ce podcast, les élèves de 3e 3 abordent le thème de la résistance par des moyens autres que les armes. Au fil des semaines, ils ont découvert la résistance par la poésie, le chant, la résistance dans le quotidien, une résistance là où on ne l'attend pas. Ce projet me tenait à cœur car il me permettait de leur faire prendre conscience qu'on peut combattre une idéologie, un régime antidémocratique en luttant par les mots ou par des actions de solidarité. M'ont accompagné pour ce projet M. Delbrook, documentaliste du CDI lycée, et Mme Flamand, professeure d'éducation musicale collège. C'est un travail d'équipe que je vous laisse découvrir. Commençons par la résistance poétique, présentée par Lison et Jade. Paul-Eugène Grindel, plus connu sous le nom de Paul Éluard, né le 14 décembre 1895, décédé en 1952, est un poète français du XXe siècle. Il a réfléchi tout au long de sa vie sur le rôle et le travail du poète, sur l'histoire de la poésie, la politique et la philosophie. Il est reconnu comme un poète engagé ou poète de la résistance. Il reçoit une éducation de qualité et épouse une jeune fille russe, Gala, de son vrai nom Hélène Dmitrieva Diakhanova, en 1916. Malheureusement, en 1930, Gala quitte Paul Éluard pour partir avec le peintre Dali. Après cette rupture, il écrit plusieurs poèmes mélancoliques et sombres, tels que son recueil « Capitale de la douleur ». Puis il rencontre Neusch et l'épousa en 1934. En 1941, il rédige le fameux poème « Liberté », qui d'après certaines critiques, aurait été écrit pour sa femme. Il est par ailleurs devenu un texte de résistance. Son très cher ami, Francis Poulenc, adapte la poésie en musique dans une œuvre pour chœur a cappella, c'est-à-dire sans instrument. En voici un extrait interprété par le chœur de Radio France, dirigé par Sophie Janin. Le refus de la situation d'occupation se traduit également par la mise en place de passeurs pour la zone libre. Écoutons Pierre et Simon. Durant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation allemande, certaines personnes telles que les juifs et les résistants risquaient gros à rester en zone occupée par l'ennemi. Donc sont apparus des passeurs, des personnes habitant près de la ligne de démarcation et qui connaissaient bien la région et ses moindres recoins. Leur but, faire franchir la ligne de démarcation à tous ceux qui voulaient fuir en zone libre pour qu'ils soient en sécurité, mais tout ça illégalement et clandestinement bien sûr. À partir du 22 juin 1940, l'Allemagne occupa une partie de la France qui couvrait tout le nord et une partie du sud-ouest jusqu'à l'Espagne. Puis la zone non occupée d'Etlim qui englobait tout le sud, le massif central et Vichy comme capitale. La zone libre était totalement occupée par les Allemands de septembre 1943 à juin 1944. Ces deux zones étaient séparées par la ligne de démarcation qui séparait la France de l'Est à l'Ouest. Elle était extrêmement protégée par des montagnes, des barbelés, des patrouilles de soldats allemands et des spots de lumière. Nom de l'histoire d'un passeur très connu, André Goupy. C'est un résistant et passeur qui vient d'Indre-et-Loire. Toute sa famille a participé à l'action de résistance. Il était docteur vétérinaire. Au moment de l'invasion allemande, en mai 1940, sa famille part vers le sud, à l'île d'Oléron. C'est ainsi qu'André Goupy allait s'engager avec toute sa famille dans la résistance. La famille Goupy rentre alors à la Haie d'Escartes, un réseau de résistance bien décidé à combattre l'occupant. Le docteur Goupy bénéficie naturellement de laisser-passer pour franchir la ligne de démarcation avec des bons d'essence pour exercer son métier de vétérinaire. Et ce fut toute sa famille, sa femme Jeanne et ses 4 enfants, qui s'engagèrent dès cette date dans le réseau clandestin de passage qu'André avait mis en place. Ces sauveurs firent ainsi passer la ligne à des juifs en détresse, des prisonniers de guerre évadés, des pilotes recherchés et des résistants au nombre de 2000 environ, ainsi que du courrier et des renseignements pour Londres. Il offrait parfois le gîte et la nourriture pendant plusieurs jours aux réfugiés. André Goupy et sa fille ont écrit leurs actions de résistance, ce qui a permis de comprendre comment la résistance marchait. Cacher des personnes de confession juive est aussi une forme de résistance, comme le racontent Côme, Esteban, Timothée, Alexandre et Lucas. Qui a aidé les personnes juives pendant la Seconde Guerre mondiale, en les cachant ou en leur donnant des vivres. Ils ont risqué leur vie pour les protéger de l'extermination par les nazis. Institution qui désigne les justes.
Yad Vashem est un mémorial israélien situé à Jérusalem, construit en mémoire des victimes juives de la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Parlement israélien de la Knesset a décidé de la construire en 1953. Ce mémorial se trouve dans la forêt de Jérusalem, sur le versant ouest du mont Herzl. Le nom Yad Vashem provient du livre d'Isaïe, qui signifie « Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un nom ». Karl Lutz, né le 30 mars 1985 à Welsenhausen en Suisse, est mort le 12 février 1975 à Berne. C'est un diplomate suisse ayant reçu le titre de Juste parmi les nations pendant la Seconde Guerre mondiale. Il aurait sauvé la vie à des dizaines de milliers de Hongrois. Né dans une famille pauvre, il migre dès sa majorité aux États-Unis. Il est engagé dans la légation suisse à Washington, puis il entre en politique en 1923 après des études à l'université George Washington. En 1942, il est transféré en Hongrie où il occupe des fonctions de vice-consul à la légation suisse de Budapest. Durant cette période, il a fourni des papiers à plusieurs dizaines de milliers de juifs, entre 46 500 et 62 000, pour leur permettre de changer d'identité et de passer la frontière. Cette action est la plus grande opération de sauvetage durant la Seconde Guerre mondiale. Pour cela, il négocie avec les Schutzstaffel et met en place un système de protection autour de la Maison de Verre. C'est un bâtiment à Budapest célèbre pour avoir caché des juifs. Ces actions ne seront pas reconnues immédiatement ses supérieurs qui verront alors ces actions d'un mauvais œil, puis qualifieront ces actes d'un abus de compétence plus qu'une aide humanitaire. Il sera sanctionné et finira sa carrière dans des postes de moindre importance avant sa retraite en 1960. Il reçoit finalement le titre de Juste parmi les nations en 1964. Il faudra attendre plusieurs années après sa mort en 1975 pour qu'il reçoive les honneurs qu'il mérite avec plusieurs rues en Europe et à Israël à son nom et que sa mémoire soit perpétuée par des associations. Histoire de Juste. Marcel Foucault. Mon père a sauvé ma mère. Pour comprendre l'histoire de Marcel Foucault, il faut commencer par celle de Paula. Paula est une femme née en 1916 dans une famille juive traditionnelle. En 1938, elle décide de rejoindre sa sœur en Belgique car elle y tenait un petit supermarché. Mais lorsque les Allemands arrivent en Belgique, sa sœur décide d'aller se réfugier dans un petit village en France, malgré le fait que sa sœur lui dise que c'était une erreur. Finalement, Paula avait raison, car un matin, les Allemands arrivèrent dans son village et raflèrent sa sœur en laissant miraculeusement ses enfants. Paula, elle, avait décidé de prendre un bateau pour l'Argentine grâce à un contact qui devait lui faire obtenir un billet. Arrivée en Argentine, elle fit la rencontre de l'homme qui la sauvera et qui deviendra son mari, Marcel Foucault. Un homme qui, durant toute la guerre, prit énormément de risques pour aider les Juifs, leur fournissant de faux papiers, des logements, de la nourriture, etc. Marcel Foucault n'a pas seulement sauvé Paula, mais aussi ses deux petits-neveux orphelins que Marcel Foucault a directement fait baptiser pour les protéger. Cette histoire a été racontée par le fils de Marcel Foucault, Jean-Pierre Foucault. Autre résistante malgré elle, Hélène Baird, jeune juive de 20 ans qui avait des rêves, faisait des études. Ses libertés se sont peu à peu restreintes. Voyons avec Zélie, Lou, Aélis et Zélie comment elle s'est opposée à l'occupant. Hélène Baird était une jeune femme française juive née le 27 mars 1921 à Paris. Elle vient d'une famille de la grande bourgeoisie, juive d'origine alsacienne. Elle est la fille de Antoinette et de Raymond Baird, ingénieur polytechnicien. Hélène Baird était une musicienne, une élève studieuse et brillante qui étudiait la littérature anglaise à la Sorbonne. Elle préparait l'agrégation d'anglais. Cependant, le régime de Vichy l'empêcha de passer son examen. Elle devient donc assistante sociale bénévole à l'Union générale des Israélites de France. En 1942, Hélène Baird commença à écrire un journal intitulé « Le journal d'Hélène Baird ». Elle écrivait son quotidien, ce qu'elle faisait tous les jours, ses sentiments, ses souhaits, ses peurs, ses réflexions. Transférée avec ses parents Antoinette et Raymond au camp de Drancy, elle fut déportée à Birkenau le 27 mars 1944. Le 3 novembre 1944. Elle mourra en 1945 suite aux violences qu'elle a subies car elle était devenue trop faible de par sa maladie, le typhus, peu avant la libération du camp. C'est alors que son journal fut retrouvé et publié une première fois en 2008, puis en 2011, mais cette fois-ci dans de nombreuses langues et est considéré comme un document très important dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, car c'est grâce à son ouvrage qu'on a pu en savoir plus sur cette période. Hélène Baird est une figure importante de l'histoire. Encore aujourd'hui,
car son journal offre un témoignage sincère et émouvant sur ce qu'elle a vécu durant la Seconde Guerre mondiale. Elle nous permet de mieux comprendre ce que les Juifs vivaient et ressentaient pendant cette période sombre et violente. Aujourd'hui, son journal continue à être lu et étudié, mais il fait aussi hommage à leur souffrance et aux victimes de la Shoah. Extrait du journal d'Hélène Baird, mardi 15 février 1944. Il n'y a sans doute pas à réfléchir, car les Allemands ne cherchent même pas de raison ou d'utilité. Ils ont un but, exterminer. Pourquoi alors le soldat allemand que je croise dans la rue ne me gifle-t-il pas, ne m'injure-t-il pas? Pourquoi souvent me tient-il la porte du métro, ou me dit-il pardon quand il passe devant moi? Pourquoi? Parce que ces gens ne savent pas, ou plutôt qu'ils ne pensent plus. Ils sont pour l'acte immédiat qu'on leur commande. Mais ils ne voient même pas l'illogisme incompréhensible qu'il y a à me tenir la porte dans le métro, et peut-être demain à m'envoyer à la déportation. Et pourtant, je serai la même et unique personne. Ils ignorent le principe de causalité. Il y a aussi sans doute qu'ils ne savent pas tout. La marque atroce de ce régime, c'est son hypocrisie. Ils ne connaissent pas tous les horribles détails de ces persécutions, parce qu'il y a un petit groupe de tortionnaires et de Gestapo qui y est impliqué. Sentiraient-ils, s'ils savaient, sentiraient-ils la souffrance de ces gens arrachés à leur foyer, de ces femmes séparées de leur chair et de leur sang? Ils sont trop abrutis pour cela. La résistance est également passée par l'enfance de certains. Écoutons le récit de Yasser et Souleyman. La résistance faite par les enfants. Les enfants sont entrés dans la résistance souvent par hasard ou par l'exemple de leurs parents. C'est parfois de l'inconscience mais aussi du courage. Joseph Torrent, une jeune fille de 12 ans, est devenue agent de liaison pour son père. Dans un tunnel sombre et étroit à proximité de la gare de Perpignan, elle donne une enveloppe à un homme qu'elle ne connaît pas. C'est sa première mission et le début d'une longue série de rendez-vous clandestins. En 1941, 5 jeunes hommes de 15 à 19 ans traversent la Manche à canoë sans prévenir leurs parents pour se rendre en Angleterre. Certains jeunes, comme Joseph Torrent, font passer des lettres ou des documents, effectuant toutes sortes de missions de renseignement. Ce sont des petites tâches qui comptent beaucoup, tandis que certains jeunes réalisent des actions de plus grande envergure, comme des attentats ou des sabotages. C'est le cas de Madeleine Riffaut, qui, à l'âge de seulement 19 ans, abat un officier allemand à Paris en 1944. Ces enfants et ces jeunes ont eu à chacun leur mesure un rôle de la résistance et méritent de rester dans la mémoire. Résister, c'est aussi montrer sa solidarité, comme nous l'expliquent Gaspard et Anatole. Fleury, né en 1886 à Lure, en France, dans une famille bourgeoise, très tôt s'engage au catholicisme et devient prêtre. À Montbéliard, il consacre sa vie à l'éducation. Politiquement, il est de gauche, défendant les plus faibles et met en valeur l'Église. En 1942, la France est occupée par les nazis. Les lois anti-juives, la loi de Nuremberg, lors de la messe de Noël 42, il effectue un acte de résistance. Il rappelle l'origine juive de Jésus, Marie et Joseph, et il colle des étoiles jaunes, symbole juif, sur leur torse. Ce geste courageux attire la méfiance de la Gestapo, mais il continue de défendre les prisonniers, les déportés et les juifs persécutés. Après la guerre, il poursuit son engagement au sein de l'Église et continue de défendre les valeurs de justice et de solidarité. Jean Fleury meurt en 1949. L'acte de résistance de l'abbé Jean Fleury. En décembre 1942, la France vit sous l'occupation allemande. Les lois antisémites imposées par le régime nazi et le gouvernement de Vichy obligent les juifs à porter une étoile jaune et les excluent progressivement de la société. À Montbéliard, l'abbé Jean Fleury refuse de rester silencieux face à cette injustice. Le soir de Noël 1942, l'église est remplie de fidèles venus assister à la messe. Au milieu de la célébration, Jean Fleury monte en chaîne et prononce un sermon inattendu. D'une voix ferme, il rappelle que Jésus, Marie et Joseph étaient juifs, et que, s'ils vivaient à cette époque, eux aussi étaient obligés de porter une étoile jaune. Puis, dans un geste fort et symbolique,
il colle sur les représentations de la Sainte Famille dans la crèche des étoiles jaunes. Un silence s'installe dans l'église. Certains comprennent immédiatement la portée du message. L'abbé Fleury compare ouvertement la persécution des Juifs sous l'occupation à celle de la Sainte Famille a subie. Il montre ainsi que les lois sont contraires aux valeurs humaines et chrétiennes. Son acte est risqué. La Gestapo, qui surveille les discours des prêtres, est rapidement informée. Jean Fleury sait qu'il s'expose à des représailles, mais il ne recule pas. Son engagement ne se limite pas à ce sermon. Il soutient les familles juives persécutées et s'oppose activement aux rafles. Ce geste fait de lui un symbole de la résistance spirituelle, prouvant que, même sans armes, il est possible de s'opposer à l'oppression. Résister, c'est aussi la volonté de sauvegarder l'unité du peuple, de la patrie, comme le disent Baptiste et Raphaël. Joseph Kessel est né le 10 février 1998 à Villa Clara en Argentine et il est décédé le 23 juillet 1979 à Avernes dans le Val d'Oise. C'était un écrivain et journaliste français d'origine juive russe. Il a passé les premières années de sa vie en Argentine avant que sa famille ne s'installe en France en 1908. Kessel a commencé sa carrière comme journaliste et a couvert de nombreux événements majeurs du XXe siècle. Il a été témoin de la révolution irlandaise contre l'Angleterre, de la montée des nazis en Allemagne et a assisté au procès du maréchal Pétain. Son œuvre de journaliste a été publiée en 1969 sous le titre « Joseph Kessel, témoin parmi les hommes ». Pendant la Première Guerre mondiale, Kessel s'est engagé dans l'aviation et l'artillerie, une expérience qui a inspiré son deuxième roman « L'équipage » publié en 1923. Il a également travaillé comme grand reporter couvrant des événements à travers le monde et publiant des romans tels que Les Captifs en 1926 et Belle de jour en 1928. En tant qu'écrivain, Kessel est connu pour plusieurs romans qui ont été adaptés au cinéma, notamment Belle de jour par Louise Buñuel en 1967 et L'Armée des ombres par Jean-Pierre Melville en 1969. Il a également coécrit Le chant des partisans avec son neveu Maurice Druon, un chant de ralliement de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Kessel a été élu à l'Académie française en 1962 et a reçu de nombreuses distinctions, dont la Légion d'honneur. Il est entré au cimetière du Montparnasse à Paris. Le prix Joseph Kessel est un prix littéraire français, a été créé en son honneur pour récompenser des œuvres littéraires de haute qualité en langue française dans l'esprit de son œuvre. Écrit par Joseph Kessel en 1943, L'Armée des ombres raconte l'histoire de la résistance française durant la Seconde Guerre mondiale, à travers les personnages fictifs de son livre. Cet ouvrage est écrit d'après les expériences qu'il a lui-même vécues. Dans son livre, il décrit les actions et les sacrifices des membres de la résistance française, c'est-à-dire les hommes et les femmes de différentes classes sociales qui luttent contre l'oppression nazie pour la liberté de leur pays. Tout au long du livre, nous pouvons suivre l'histoire de plusieurs personnages qui sont impliqués dans la résistance. Ces personnages représentent différents aspects de la lutte contre l'occupation, allant des actions de sabotage aux missions de renseignement. Parmi les personnages principaux, on trouve une figure telle que Philippe Gerbier, un ingénieur en chef de la résistance. Le livre L'Armée des ombres a été adapté par Jean-Pierre Melville en 1969. Melville faisait comme Kessel partie de la résistance lorsque la France était occupée. Kessel et Melville ont collaboré ensemble sur le projet du film en mettant l'accent sur le réalisme et l'authenticité des actions qu'ils ont eux-mêmes menées dans la résistance. Connu pour son style sobre et réaliste en utilisant des décors et costumes d'époque, L'Armée des ombres est considérée comme un classique du cinéma français. Le film est souvent étudié pour sa valeur historique et sa contribution à la mémoire collective de la Seconde Guerre mondiale en France. Il est également apprécié pour sa narration puissante et ses performances d'acteurs mémorables, notamment Lino Ventura, Paul Meurice, Jean-Pierre Cassel et Simone Signoret. Écoutons à présent comment le chant des partisans a pris forme avec Naïm et Enfali. 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, un chant vraiment important a vu le jour. Il est intitulé Le chant des partisans et il est devenu un symbole fort de la résistance française face à l'occupation allemande. Tout a commencé avec Anna Marley, originaire de Russie, qui a composé la musique. Inspirée par l'invasion de la Russie par l'armée nazie, elle en a d'abord écrit une version russe, en 1941 après avoir lu un article sur des combattants russes. En 1942, Anna Marley a chanté sa chanson à Londres devant des Français qui combattaient aussi les Allemands. Parmi eux se trouvait Emmanuel Dastier de la Vigerie et a tellement aimé la musique qu'il a demandé à deux auteurs français, Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon, d'écrire des paroles en français.
Le 30 mai 1943, le chant des partisans a été diffusé pour la première fois à la radio anglaise, la BBC. Rapidement, il est devenu très populaire parmi les résistants en France. Ce chant les aidait à garder le moral et à rester unis. Après la guerre, ce chant est resté un symbole de la résistance. Aujourd'hui encore, on le chante lors des cérémonies pour se souvenir de ceux qui ont lutté pour la liberté. Aujourd'hui, le chant des partisans nous rappelle le courage de ceux qui ont combattu pour la liberté. C'est un chant qui donne de l'espoir et montre que même dans les moments difficiles, on peut résister. Souvent, on parle de Joseph Kessel et Maurice de Réon parce qu'ils ont écrit les paroles en français de cette chanson. Et on oublie de citer Anna Marley. Ces paroles ont été beaucoup chantées et apprises à l'école en France, dont les gens s'en souviennent plus. Anna Marley a vécu une vie plus cachée après la guerre. Elle est partie de France et a fait d'autres choses comme écrire des poèmes et des fables. C'est pour ça qu'on parle moins d'elle, même si sa musique reste dans toutes les têtes. Un chant interprété par les élèves de 3e 1 et 3e 3 sous la direction de Madame Flamand. Sur nos plaines, amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ô les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et les saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos troupes, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens ouvrent les lits, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand j'y passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à la place. Demain, du sang séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Nous espérons que ce podcast vous aura ouvert à d'autres visions de la résistance, qu'il vous aura permis de comprendre que sous le régime de Vichy, beaucoup de Français ont risqué leur vie pour préserver les valeurs de la République.